Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les signaux sont au rouge. L'économie camerounaise est en mauvaise santé depuis l'éclatement de la pandémie du coronavirus. Le pays a enregistré des pertes évaluées à près de 772 milliards de francs CFA, soit environ 15% du budget national. Critiqué pour des mesures économiques et sociales jugées insuffisantes et son manque d'intérêt pour la pharmacopée traditionnelle, le gouvernement était sur le grill à Yaoundé. Il s'exprime au cœur de ce journal. Comment les populations peuvent-elles respecter les règles d'hygiène de base pour lutter contre le coronavirus sans pour autant avoir accès à l'eau potable, réalité vécue à Konsamba dans le département du Mungo, là où les robinets ont cessé, l'eau a cessé de couler des robinets depuis plusieurs semaines. Du coup, c'est la ruée vers des puits d'eau et autres sources de qualité douteuse. Vous verrez dans ce journal le calvaire que vivent les populations en Konsamba dans le Mungo. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un mercredi noir sur les routes nationales avec de nombreux accidents mortels enregistrés. 5 personnes ont été tuées dans un accident sur la route nationale numéro 6. Et dans le même temps, un autre accident a fait plusieurs morts, plusieurs blessés graves sur la nationale numéro 5. Des précisions avec Jacques Molon, Dalastiana et Julienne Berthe-Bissaï. Sur la nationale numéro 6, reliant Bamenda à Bafoussam, 5 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation aux premières heures de la matinée au lieu d'Ibardo, à l'entrée de la ville de Mbouda. Arrivé en bas, il y avait d'autres dos dans les enfants, sortaient de la maison pour aller au champ. Un enfant avait deux autres blessés sont à l'hôpital. Il a dérapé là-bas avant de prendre les 5 blessés. Autre lieu d'accident, la nationale numéro 5. L'irréparable s'est produit alors que le conducteur de ce camion effectuant un dépassement a percuté un bus de transport en commun. Tout le monde qui était là-dedans, ce n'est pas la faute de Ménois. Tout le monde dit merci au chauffeur là, parce que sans le chauffeur là, nous on ne devait pas vivre. J'ai fendu ma face comme ça là, on a coudu ça, mais présentement, même mon téléphone, je n'ai pas trouvé, mais je suis. Un témoin de la scène qui passait par là raconte. Le camion que vous voyez devant vous a essayé de faire un dépassement. Le dépassement qu'il a fait, il a mal négocié son dépassement parce que ici à la colline, on ne peut pas dépasser avec l'état de la route qui est tellement mauvaise. On ne pouvait pas faire un dépassement. Il a forcé jusqu'en sorte que il a bousculé Ménois qui a fait 2 tonneaux avant de tomber. Quand on est face à des situations pareilles, on se pose bien la question de savoir si on est dans un état, parce que le péage est à moins de 2 km d'ici. On ne sait pas pourquoi on paye et sur quel état de route on circule. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, l'on se souvient que la semaine dernière, un autre accident se déroulait au même endroit. Un axe réputé accidentogène. La décision est tombée ce mercredi après-midi. Le ministre de la Santé publique a exigé la fermeture de la polyclinique Marie-O, située en plein cœur du centre-ville de Douala. Immédiatement, le sous-préfet Douala Ier, sur instruction du préfet du Vouri, s'y est rendu, accompagné de la police et de la gendarmerie pour application immédiate de cette décision. Mais finalement, au regard du nombre de malades, dont certains attendent du Covid-19, hospitalisés dans cette polyclinique, la décision de fermeture a été reportée à demain, jeudi, vers midi. Le docteur Roger Ngoula, propriétaire de la polyclinique Marie-O, parle d'une chasse aux sorcières, affirmant que les autorités sanitaires l'ont sollicité à plusieurs reprises pour lui référer des malades atteints du coronavirus, et la prise en charge de certains de ces malades décédés dans cette structure hospitalière a souvent été assurée par les mêmes autorités sanitaires. Le docteur Roger Ngoula annonce une forte mobilisation du corps médical demain à sa polyclinique pour s'indigner contre cette décision gouvernementale. Il n'a pas souhaité s'exprimer devant les caméras d'Equinox Télévision. Vous le disiez en titre, les populations craignent pour leur vie
en Konsamba, dans le département du Mungo, au moment où la pandémie du coronavirus fait rage au Cameroun. Ces populations peinent à respecter les règles d'hygiène de base, notamment se laver les mains avec du savon, et pour cause, elles n'ont pas accès à l'eau potable, faute d'eau coulante dans leur domicile. Elles doivent parcourir des kilomètres pour avoir accès à des puits d'eau et autres sources d'eau, là où la qualité de l'eau est douteuse et les expose à d'autres maladies hydriques. Reportage avec Cyril Diemba et Sylvestre Hippolyte Zangaou. C'est à tour de rôle que chacun doit placer son récipient pour recueillir de l'eau qui s'écoule d'une fente de ce rocher. Nous sommes en Konsamba, dans le département du Mungo. Depuis des mois, les robinets ont cessé de couler. En cette période où l'eau est un élément essentiel dans la lutte contre le Covid-19 qui fait des ravages, les habitants de plusieurs quartiers de la ville de Konsamba ne l'ont pas à leur portée. Il faut parcourir des kilomètres pour chercher le précieux liquide dont la qualité n'est pas toujours garantie. Ce problème de manque d'eau à boire est en train de nous paralyser et de paralyser tout le quartier. Voilà qu'avec l'infection du Covid-19, nous n'avions ni d'eau pour se laver les mains. Et même les seaux qu'on a demandé qu'on devait mettre partout dans les quartiers pour qu'on essaie un peu de se nettoyer les mains et les détergents, nous on n'a pas. Voilà, bon, on ne sait pas comment on va faire même pour s'en sortir de ce coronavirus. S'il arrivait vraiment que nous sommes victimes ici, nous allons tous mourir parce qu'on n'a ni désinfectant, ni d'eau à boire, ni de savon pour se laver les mains. Mon enfant rentre, il part que nous au photocollère, c'est puiser l'eau dans 20 litres. On utilise 10 jours. Même aujourd'hui, comme il n'est pas encore rentré, je vais dormir même que sans eau. Ça ne coule pas. Comment comprendre que dans un pays où tous les départements portent le nom d'un cours d'eau, qu'on puisse avoir des difficultés à avoir de l'eau? Donc je crois que cette situation mérite d'être regardée parce qu'en fait, on dit l'eau c'est la vie. En temps normal, l'eau impure qui stagne dans ce puits ne sert qu'au lavage des véhicules ou au ménage. Mais désormais, elle sert à bien plus que cela. On pue de cela parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on avait le choix, on ne serait pas en train de venir faire ici. Parce que quand l'eau coule, moi je ne touche pas l'eau ici. J'utilise ça seulement pour nettoyer soit le sol, soit pour laver les assiettes. Maintenant, surtout, nous sommes en train de préparer avec certaines personnes consomment. En Konsamba, les robinets sont asséchés, mais les populations expriment leur étonnement de voir des factures chaque mois à leur porte. Et le gouvernement établit des amendes contre les populations réfractaires au port du masque de protection individuelle. Selon le ministre de la décentralisation, les montants de l'amende sont fixés entre 500 francs CFA et 2000 francs CFA. Georges Elanga Obam demande au préfet d'inviter les maires à adopter ces amendes lors des conseils municipaux et veiller à leur mise en application. Les populations qui seront surprises sans port du masque de protection individuelle, elles devront payer des amendes qui varient entre 500 et 2000 francs CFA sur instruction du gouvernement, et les conseils municipaux doivent délibérer sur ces amendes. Et quelle est la situation épidémiologique sur le continent africain? Les pays d'Afrique dont plusieurs dirigeants annoncent un assouplissement des mesures. Au Bénin et au Kenya, les enseignants sont en colère, dénonçant l'absence d'équipements de protection nécessaires pour une reprise des cours effective. Au Sénégal, le président Macky Sall annonce quant à lui que les Sénégalais décédés à l'étranger pourront être enfin rapatriés et enterrés chez eux. Des précisions avec Dallas Tana et Nadine Yambou. C'est l'une des annonces fortes qui pourra soulager les proches de familles victimes de coronavirus et décédées dans des pays étrangers. Dans une troisième adresse à la nation, depuis le déclenchement de cette crise sanitaire, le président Macky Sall annonce que les Sénégalais décédés des suites de coronavirus à l'étranger pourront finalement être rapatriés et enterrés chez eux. De façon à mener nos activités essentielles. Au mois d'avril dernier, un collectif d'acteurs de la société civile s'était formé en France pour appeler Dakar à lever l'interdiction du rapatriement des dépouilles des expatriés morts du coronavirus. Le Sénégal amorce ainsi une nouvelle phase dans la gestion de cette maladie, avec un assouplissement des mesures imposées pour barrer la voie à la propagation du virus. Le couvre-feu est ramené de 21h à 5h au lieu de 20h à 6h. Les commerces, les lieux de culte sont désormais ouverts pendant 6 jours. Les élèves, pour leur part, reprennent le chemin des classes dès le 2 juin 2020. Ceux-ci sont appelés à vivre en présence du virus. Les marchés et autres commerces qui étaient astreints
à des jours particuliers d'ouverture seront ouverts 6 jours et resteront fermés 1 jour dédié au nettoiement. Au Togo, une mutinerie éclate à la prison de Lomé. Des dizaines de prisonniers ont initié un mouvement d'humeur pour s'opposer à l'introduction de nouvelles personnes déférées au sein de ce pénitencier, craignant une recrudescence des cas de contamination après la détection de 19 cas positifs sur 283 détenus testés. Dénonçant les mauvaises conditions carcérales, ces prisonniers réclament la libération ou la délocalisation de ces personnes vers d'autres lieux. La prison de Lomé, censée accueillir 600 personnes, abrite actuellement plus de 1500 détenus. Au Bénin, malgré la reprise des classes après 40 jours d'arrêt, les enseignants refusent toujours de dispenser les cours, dénonçant l'absence d'équipements de protection. Face à leurs revendications, le gouvernement annonce une distribution gratuite des masques et la mise en place du dispositif de lavage des mains, de même que la poursuite du dépistage massif des enseignants. Et la colère des enseignants se fait également ressentir au Kenya. Des syndicats s'insurgent contre les décisions prématurées prises par le gouvernement dans sa stratégie de riposte contre cette maladie. Ils annoncent qu'ils ne retourneront pas dans les salles de classe si toutes les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Selon eux, dans le pays, plus de 450 établissements scolaires et universités avaient été réquisitionnés et convertis en centres de quarantaine pour des patients atteints de coronavirus. Ils exigent de ce fait une désinfection massive avant toute réouverture, une reconfiguration des salles de classe pour assurer la distanciation sociale, de même que la suspension des activités post- et périscolaires. L'attitude des dirigeants africains suscite de vives critiques. Le recours aux institutions financières internationales et les demandes d'allègement de la dette extérieure sont des mesures jugées insuffisantes pour faire face à la pandémie du coronavirus. Et en tout cas, l'analyse du docteur Paul Fokam Kamonieu, fondateur du groupe Afriland First Bank, première fortune en Afrique francophone, s'est exprimé dans une tribune publiée dans les colonnes du journal Jeune Afrique. Il appelle les dirigeants africains à prendre en compte les intelligences qui existent sur le continent africain pour élaborer des stratégies globales visant à sortir de la crise sanitaire et poser les jalons d'une transformation industrielle du continent africain. Des précisions avec Jean-Paul Chouniat. Subissant de plein fouet l'impact négatif de la crise sanitaire Covid-19, les pays africains ne savent plus où mettre la tête depuis 3 mois. Nombre de dirigeants des pays touchés comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Niger et bien d'autres ont tout fait de tendre la main à l'aide internationale. Et cette approche a espéré sauver leurs économies par la dette, choque Paul Fokam Kamonieu, le fondateur du groupe Afriland First Bank. L'homme d'affaires s'étonne de l'attitude de ces chefs d'État qui, au lieu de réunir les intelligences du continent pour trouver des solutions locales, préfèrent mendier et pourtant assis sur des mines d'or d'un continent très riche. Paul Fokam Kamonieu s'insurge donc contre les appels au moratoire temporaire de la dette, aux aides budgétaires et alimentaires. Pour ce magnat de la finance, les États africains ne pourraient joindre les deux bouts que pour quelques mois et sauver des vies menacées. Face aux épidémies à vocation cyclique comme le coronavirus, seules des solutions à court, moyen et long terme pourraient permettre la confection d'un tissu productif local dans tous les secteurs confondus, agroalimentaire, textile, matériaux de construction et l'industrie automobile. Dans son analyse, Paul Fokam Kamonieu recommande le développement de l'industrie pharmaceutique basée sur la transformation des plantes locales. De même, mettre un accent sur la formation du personnel de santé et la construction des infrastructures médicales pour la prise en charge des patients. À sa palette de solutions, Paul Fokam Kamonieu suggère la réinvention des systèmes éducatifs africains pour les mettre à la hauteur des défis futurs. Ces solutions endogènes, rappelle Paul Fokam Kamonieu, permettront à l'Afrique de réduire sa vulnérabilité et retrouver sa dignité. La crise du coronavirus doit pousser les Africains à prendre leur indépendance, réitère le fondateur du groupe Afriland First Bank. De même, l'homme d'affaires camerounais appelle le monde entier à tirer les leçons de cette pandémie, le respect de l'égalité entre les hommes, quelle que soit la couleur de peau. Dans une tribune libre parue dans le journal Jeune Afrique, Paul Fokam Kamonieu préconise une solidarité mondiale entre les continents et les pays, ce qui réduirait les conflits politiques, économiques et sociaux sur la planète à leurs plus simples expressions, préservant ainsi le présent et la protection des générations futures.
conclut Paul Fokam Kamounye dans sa sortie du 12 mai 2020 dans les colonnes de Jeune Afrique. Et ces critiques du docteur Paul Fokam Kamounye sont fondées. Des acteurs sociaux estiment qu'ils sont exclus du processus de gestion de la crise sanitaire et son impact sur l'économie camerounaise. Le JICAM vient de mettre sur pied une plateforme de concert avec les confédérations syndicales et vise à porter la voix des acteurs sociaux afin de contribuer à la lutte contre le coronavirus, contre la maladie à coronavirus, notamment des propositions visant à sauver de nombreux emplois menacés du fait de l'impact de cette épidémie au Cameroun. Évocation avec Donald Brice-Camgan et Innocent Abega. Les syndicats ne fournissent pas de données statistiques consolidées, mais les mises en congé techniques, les licenciements et autres coupes de salaire grimpent dans les entreprises. Les secteurs les plus concernés, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, l'événementiel, le transport ou encore la distribution. 52% des petites et moyennes entreprises essentiellement fortement impactées par les restrictions liées au coronavirus. Certaines entreprises ont sollicité et utilisé l'article 40 pour pouvoir essayer de mettre certains personnels en congé technique ou bien de réduire les charges, ou bien même d'envoyer certains personnels immédiatement en congé. Les mesures d'assouplissement et de soutien annoncées par le gouvernement sont loin du compte aux yeux des acteurs sociaux. Celle sur l'apurement des crédits TVA de 25 milliards de francs CFA, le patronat la trouve de moindre portée. Le JICAM considère qu'il s'agit d'une amorce et qu'il faut aller un peu plus loin. Quand vous remboursez aux entreprises des crédits de TVA, qu'elles attendaient depuis, pour lesquelles elles sont peut-être même déjà endettées avec des agios qui courent dessus, cela n'est pas de nature à leur permettre de sortir d'une situation difficile. Réunis à Douala autour du JICAM, 5 confédérations syndicales font le constat que les pouvoirs publics agissent en solitaire face au risque de destruction du tissu économique dans ce contexte de lutte contre la pandémie. Dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, il n'y a pas eu de véritable consultation préalablement aux mesures qui ont été prises. Il y a eu peut-être une information, mais pas de consultation. Il faut par exemple repenser à la commande publique. Pourquoi ne pas favoriser les achats locaux plutôt que les importations? Regardez ce qui se passe depuis la crise sanitaire que nous vivons. Nous importons des choses qui pourraient être fabriquées localement. Donc il est possible de relancer l'emploi en relançant simplement les entreprises. Avec l'UGTC, la CSTC, la CESAC, l'USLC et l'Entente, le JICAM crée la coalition des partenaires sociaux pour l'emploi. La plateforme se veut une force inclusive d'intervention pour la préservation des entreprises et de l'emploi. Vous l'avez suivi, le gouvernement est sur le grill. 2 mois après l'éclatement de la pandémie du coronavirus, le plan de repos sanitaire et les mesures sociales essuient quelques critiques. Et dans l'après-midi, Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, Manaouda Malaché, ministre de la Santé publique, ont tenu à présenter à Yaoundé les bons points de la stratégie gouvernementale, tout en reconnaissant la gravité de la crise sanitaire liée à l'évolution de la pandémie et ses conséquences économiques désastreuses. La situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et sud-ouest était au centre des échanges entre le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et le président de la République du Cameroun. Paul Biya a reçu ce mercredi en audience au palais de l'Unité à Yaoundé François Lousseni Fall. Selon le site de la présidence de la République, l'émissaire onusien a insisté sur les dispositions du gouvernement visant à renforcer la stabilité et la cohésion du Cameroun. À propos de la lutte contre cette maladie à coronavirus, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU a été édifié sur les mesures que le Cameroun est en train de prendre pour faire face à cette pandémie. Dans l'éventualité d'un retour à l'école au mois de juin 2020, l'Association nationale des parents d'élèves et enseignants cherche à inciter les parents à l'achat des masques et gels hydroalcooliques destinés au lycée, une démarche qui suscite des interrogations sur le rôle régalien de l'État et les moyens déjà déboursés pour l'année scolaire. Explication avec Joël Essengue et Guy Zogo.
Alors que la date du 1er juin prochain, prévue pour le retour à l'école des élèves des classes d'examen, approche, l'Association nationale des parents d'élèves et enseignants du secondaire avance déjà ses solutions. C'était au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Il s'agit de l'annonce selon laquelle les parents devront débourser de l'argent pour se procurer des masques et des solutions hydroalcooliques pour leur progéniture. Dans chaque établissement scolaire, public ou privé, sera mis à la disposition effectivement des responsables de ces établissements scolaires les masques à nez et le gel hydroalcoolique. Chaque parent doit venir pour chaque enfant acheter auprès, n'est-ce pas, des APE à 1000 francs, n'est-ce pas, le masque à nez et le gel hydroalcoolique. S'agissant des cubitaires et des seaux, le regroupement des parents et enseignants dit s'activer actuellement sur cette question. Les recherches sont en train d'être faites, étant donné que les APE sont pratiquement épuisés sur le plan financier. Donc on est en train de chercher de trouver des astuces, peut-être des bonnes volontés, pour mettre à la disposition de chaque établissement un cubitaire. L'hypothèse d'associer les collectivités territoriales est aussi évoquée. En conjuguant les différents efforts, d'abord nous les parents, nous faisons l'effort particulier de prendre notre responsabilité de payer les masques à nez pour nos enfants et ensuite de voir dans quelle mesure on peut... Réaction du syndicat national des médecins du Cameroun qui marque son désaccord après l'annonce de la fermeture de la polyclinique Marie-O. Dans un communiqué, le bureau du SINAMEC a reçu ce matin le docteur Roger Ngoula dans le cadre des événements récents autour de la polyclinique Marie-O et de la prise en charge des cas du Covid dans cette polyclinique après avoir été édifié sur les différents cas cliniques et à la vue des dossiers médicaux qui ont été présentés au SINAMEC. Ce bureau n'a relevé aucune irrégularité dans la prise en charge des cas du Covid et la pratique médicale, étant donné qu'aucune enquête n'a encore été menée et que leur confrère, le docteur Roger Ngoula, n'a pas eu l'occasion d'être entendu ni par l'ordre des médecins, ni par le ministère de la Santé publique. Le SINAMEC, le syndicat des médecins du Cameroun, dit être surpris de la décision de la tutelle de procéder à la fermeture dès demain 12h de la polyclinique Marie-O située à Douala. Par conséquent, le bureau des syndicats nationaux des médecins du Cameroun appelle tous ses membres et assimilés à se retrouver à la polyclinique Marie-O en blouse blanche demain jeudi à 11h afin de marquer leur désaccord pour une fermeture jugée arbitraire d'une structure sanitaire, une mobilisation qui devra se faire dans le calme, le respect des institutions de la République et des gestes barrières. Un communiqué signé le docteur Philippe Ngandeux, secrétaire général du syndicat national des médecins du Cameroun. Réaction après la décision du ministre de la Santé publique de procéder à la fermeture de la polyclinique Marie-O. Dans le reste de l'actualité, quelle est la réalité du quotidien des Camerounais résidant dans les localités rurales, notamment à Botmakak, dans le Nyong-Ekele? Cet arrondissement connaît des difficultés, notamment les routes qui sont impraticables. L'accès à l'eau potable est quasi difficile pour les populations. Elles broient du noir au quotidien. Elles relatent leur calvaire dans ce reportage signé Isabelle Carole Zoupet et Joël Niem. Ouais, vas-y, c'est ça. Ce spectacle est coutumé sur les différents axes de l'arrondissement de Botmakak. Un réseau routier complètement en mauvais état. La route est impraticable. L'autorité municipale de cette localité, qui reconnaît ce qui fâche la population, peine à trouver des solutions parce que nouvellement élue. En moto, voiture ou tout autre engin, circuler est un véritable chemin de croix. Un malheur qui ne va pas sans conséquences. Ça crée une hausse des prix. Ça crée une hausse des prix de consommation, de produits de consommation, de première nécessité. Le transport augmente et tout augmente. Plusieurs années déjà que les habitants de cet arrondissement assistent impuissamment à la dégradation de ces voies. L'autorité administrative n'est pas épargnée. Il dit subir le martyre. C'est une réalité. Nous avons des difficultés à nous déplacer à l'intérieur de cet arrondissement qui est très grand et qui est également très enclavé. Surtout en ce moment, en cette période de pluie, les routes sont en très mauvais état. À côté du mauvais état des routes,
L'arrondissement de Botmakak manque cruellement d'eau potable. Les habitants ici sont contraints de consommer tout ce qui peut étancher leur soif au risque de faire des maladies hydriques. Botmakak, cet arrondissement du département d'Union-Ekele, n'est pas un cas isolé. D'autres arrondissements du même département crient au scandale au regard des multiples problèmes infrastructurels que rencontrent les populations. Rien ne va plus au marché situé au lieu dit Arébus de Nkwaban à Yaoundé. Les commerçants là-bas ont saisi le Premier ministre et la Commission des droits de l'homme. Ils dénoncent des manœuvres orchestrées par la municipalité pour les faire partir du site qu'ils occupent depuis plusieurs années. Dans leur correspondance, ces commerçants indiquent que le site qui leur est proposé est situé sur un espace litigieux et non aménagé, ce que le maire de la localité a déjà opposé les croix de Saint-André sur les boutiques des commerçants, et ceux-ci n'entendent pas céder aux injonctions de la municipalité. Des précisions dans ce reportage signé Emmanuel Diop et Marcelin Gansov. Plus de 2 semaines sont passées depuis l'ultimatum donné aux commerçants du lieu dit Arébus de Nkwaban de libérer ce site pour rejoindre le marché municipal, 6 à l'entrée carrière. Dans le communiqué et la note d'avertissement servie aux commerçants, le maire de la commune de Kolafamba leur donnait 112 heures pour s'exécuter, faute de quoi les installations seraient démolies sans autre préavis. Plus de 2 semaines après, c'est le statu quo, même si plusieurs boutiques ont été marquées de la croix de Saint-André, au grand désarroi de leurs propriétaires. Imaginez-vous, vous restez quelque part depuis 2014 et puis en 2020, on vient vous enlever. Vraiment, ce n'est pas normal. En 2018, il a fait en sorte que jusqu'à nous sommes allés là-bas chercher les places jusqu'à aller prêter l'argent dans les microfinances pour s'installer là-bas. Nous sommes arrivés là-bas, on a essayé de fonctionner comme avant, quoi. On a tout fait, ça n'a rien donné et on était obligé de rentrer encore là où nous sommes. Je suis parti investir un argent là-bas jusqu'à aujourd'hui, sans dire qu'aujourd'hui je suis en Soline. Tout le fonds de commerce que j'ai investi là-bas était à finir, car maintenant je suis moi au quartier, mais je vends ici, là, je me bats ici dans le marché. Quand ils viennent nous casser, je dis là, on va faire comment pour rembourser la dette des gens? Ils viennent d'ailleurs de monter d'un cran dans leurs revendications en saisissant plusieurs autorités du pays, dont le Premier ministre. Dans leur lettre commune, les commerçants ne mettent pas les gants pour accuser le maire de Kolafamba de vouloir profiter de la pandémie du Covid-19 pour les déguerpir au profit d'un autre site qu'ils qualifient de litigieux et dont l'état d'insalubrité laisse à désirer. Vraiment, j'exhorte un peu ceux qui nous gouvernent. Ayez vraiment pitié du bas peuple. Nous n'avons pas de moyens comme vous. Quand nous on trouve où on doit se battre, laissez-nous tranquilles. Il ne faut pas que vous profitez derrière le coronavirus. Il nous présente seulement le terrain, nous on va aller construire, c'est tout ce qu'on veut. Mais dit qu'aller chez Akonose, je ne pense pas. Si on nous casse, on serait obligé de rentrer au village parce que nous avons les crédits, on prête de l'argent pour travailler. Il faut que Dieu touche son cœur pour qu'il essaie un peu de voir comment il peut nous gérer parce que c'est quand même un père de famille. Les porte-paroles des commerçants concluent leur lettre en réitérant leur intention de ne pas quitter le site de l'Arébus, à moins que le maire de Kolafamba ne leur présente un marché municipal au sein duquel la stabilité et la sécurité de leurs activités seraient garanties. C'est donc un bras de fer qui est loin d'avoir livré son verdict entre l'exécutif municipal de Kolafamba et la présidente de Bayam Selam, les chefs secteurs et le collectif des commerçants, signataires de la lettre adressée au gouvernement. Le courant n'est pas prêt à passer, comme l'illustre cette banderole, bien visible au lieu dit Arébus, en Nkwaban. Un public reportage dans ce journal, la SICAM, la cotonnière industrielle du Cameroun, pleinement engagée dans la lutte contre le coronavirus. La SICAM, réquisitionnée par l'État camerounais pour produire des masques destinés à soutenir cette lutte contre la pandémie, assure efficacement cette mission. L'entreprise tient tout de même à souligner que les prix pratiqués dans les marchés sont dus à des impératifs liés aux facteurs de production dans son secteur d'activité. Reportage. Conformément à sa réquisition par l'État du Cameroun dans un contexte de lutte contre le coronavirus, la cotonnière industrielle du Cameroun est à pied d'œuvre pour la production des masques barrières. Alors que l'entreprise publique accomplit cette tâche à laquelle elle a été expressément commise, certains lui reprochent d'avoir reçu une subvention de l'État et de vendre les masques à 1300 francs CFA, l'unité. Devant la presse nationale, je le dis, c'est faux. La SICAM n'a reçu aucun franc du gouvernement au titre du financement de l'activité de la production des masques. Quant au prix du masque lui-même, il résulte de plusieurs coûts de facteurs de production entrant en jeu,
dans la fabrication de ces outils de protection contre le Covid-19. Je vous dirais que pour arriver au masque, j'achète du coton, fibre à ceux de coton, j'achète les drogues et colorants à l'étranger, j'achète les matières de préparation, je paye les salaires, je paye l'électricité à plus d'1 milliard par an, je paye le gaz industriel, plus d'1 milliard par an, je paye les pièces de rechange, je paye le fuel 1500, je paye l'eau, je paye les emballages, je paye les frais de distribution. La SICAM ajoute à ces facteurs le paiement des impôts, la couverture sociale, la stérilisation entre autres. La stérilisation des masques SICAM, c'est cet appareil qui l'effectue. Ce sont des masques respectant la norme ANOR NC2970 de 2020 et utilisables en toute sécurité. Vous voyez, nous avons fait des masques avec du coton blanchi. Il n'y a pas de teinture là-dessus. Il ne s'agit pas de récupérer un tissu pagne sur lequel on a mis des teintures, des produits chimiques et vous le faire mettre sur le nez. Ces pagnes ont été faits avec des produits chimiques qui peuvent avoir des incidences, qui peuvent entraîner des pathologies respiratoires chez ces personnes-là. À ce jour, la SICAM, c'est 4200 masques écoulés, une capacité de production de 5 à 9000 masques par jour. Une production qui se fait à la cadre pour éviter les invendus. Sur la question des prix, le management de la SICAM ajoute enfin qu'il ne saurait vendre en dessous du prix de revient, en violation des textes OHADA, encore moins mener l'entreprise publique dans une activité ruineuse. En tout état de cause, les masques SICAM sont lavables jusqu'à 15 fois et dont largement économique pour les Camerounais ordinaires, conclut le directeur général. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Cédric Nouffelé, pour le débrief du journal, une question à vous poser. Vous avez montré dans votre 20h une pénurie, l'absence d'eau en Konsamba lorsque nous nous trouvons en pleine pandémie Covid-19. Comment faire pour respecter toutes ces mesures qu'on demande aux populations de respecter alors qu'il n'y a pas d'eau? C'est un véritable casse-tête pour ces populations résidant dans plusieurs quartiers et localités dans le département du Mungo. Il y a une pénurie grave d'eau potable dans ces localités. Vous avez vu ces images insoutenables de voir des enfants aller dans des puits d'eau vers d'autres sources d'eau où la qualité de l'eau est douteuse et les expose aux maladies hydriques. Les populations sont résignées, contraintes à consommer de l'eau initialement prévue pour laver des voitures, de désormais la consommer pour pouvoir également répondre à leurs besoins vitaux dans un contexte de crise sanitaire. Ils s'inquiètent pour leur santé. Ils interpellent les pouvoirs publics sur cette question importante, à savoir l'accès à l'eau potable, devenu un luxe dans cette partie du Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. À très bientôt. À très bientôt. Voilà. Madame, monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir.